CRIF Mag, l'émission du CRIF Marseille-Provence. Bonsoir à tous, on se retrouvait bien pour la rentrée, c'est la rentrée aussi de CRIF Mag et ce soir une actualité chargée. En deuxième partie d'émission, j'aurai le plaisir de recevoir l'essayiste et éditorialiste Franz-Olivier Gisberg et en première partie, dans quelques secondes puisqu'il est déjà à l'antenne, j'aurai le plaisir de recevoir Jonathan Arfi qui est le président du CRIF et qui sera à Marseille le lundi 9 septembre à partir de 19h dans l'hôtel Radisson pour une conférence à deux voix avec Franz-Olivier Gisberg sur le thème France-Israël, actualité et perspective. Jonathan Arfi, bonsoir. Bonsoir. Alors bienvenue sur les ondes de la Radio Juive de Marseille et notamment dans l'émission du CRIF Marseille-Provence. Alors Jonathan Arfi, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On va un petit peu parler de vous. Je réfléchissais en préparant cette interview et je me disais que vous êtes l'un des présidents qui a eu le mandat le plus difficile, le plus violent, je trouve, à accomplir. Là, vous entamez, si je me trompe, la dernière année de votre premier mandat. Comment vous vous sentez ? Merci de cette question. Effectivement, pour le président du CRIF, c'est une période toujours éprouvante, mais c'est une période éprouvante en fait pour les Français juifs. Nous traversons l'une des périodes les plus dures depuis la Shoah en France. Nous l'avons tous vécu et ressenti dans notre chair. Nous avons souffert des événements en Israël, mais nous avons souffert aussi évidemment de l'explosion des actes antisémites dans notre pays et pour la première fois peut-être depuis de nombreuses années du fait qu'il trouve désormais un écho politique avec l'émergence de la France insoumise et sa gesticulation, provocation permanente qui a durci le débat. Donc pour le CRIF, c'est évidemment des temps rudes pour évidemment le président en particulier. Donc j'ai veillé dans ce cadre-là, essayer de garder un cap. Alors on continue le combat et j'entame cette dernière année de mon mandat avec la même volonté de continuer à défendre la voix des Juifs de France parce que je pense qu'on a quelque chose de particulier à dire dans la société française dans cette période. Alors justement, Jonathan Arfi, je travaillais il y a quelque temps cet été sur des archives et je suis retombée sur une édition de l'Express qui date exactement du mois d'août 2014. La première de couve était Juifs de France. : ont-ils raison d'avoir peur ? Alors le dossier, c'était bien les tensions, les malaises, les débordements dans les manifestations, la demande à l'État d'être ferme contre l'antisémitisme. Qu'en est-il 10 ans après ? Ça m'a saisi de voir ce journal d'il y a 10 ans. À la fois, tout a changé, rien n'a changé. Rien n'a changé parce que nous voyons bien que les inquiétudes qui nous animaient il y a 10 ans sont toujours les mêmes. Et j'ai en tête, quand on remonte même un peu plus loin, le début des années 2000, rappelez-vous, le début de la seconde intifada, l'explosion des actes antisémites en France déjà, les incendies de synagogues, la synagogue de Trappes, brûlées, les synagogues un peu partout en France qui ont été attaquées, des agressions physiques. Donc on voit que au fond, nous sommes dans la même séquence que celle qui a été initiée depuis le début de la seconde intifada il y a 20 ans, un peu plus. Et en même temps, quelque chose a changé le 7 octobre. Nous l'avons tous ressenti parce que la violence a été décuplée, elle a changé d'ordre de grandeur, elle a trouvé aussi une justification nouvelle, une forme de carburant nouveau, plus puissant, qui, sous prétexte de solidarité avec la cause palestinienne, prend désormais les Juifs comme des cibles légitimes en France. Voilà ce à quoi nous faisons face. Donc quand on est juif, on a le sens du temps long, dit-on, le sens de l'histoire, bien sûr, la mémoire. On mène ces combats au présent en gardant en tête qu'effectivement, il y a des racines lointaines pour une partie des défis auxquels on fait face, et puis il y a une actualité parfois différente, ou en tout cas des mots différents d'un même challenge pour nous tous. Alors justement, Jonathan Arfi, je considère que les mots ont une importance et dans votre réponse, vous avez employé un mot qui est très important. Vous avez parlé de prétexte. Souvent, on entend oui, mais vous comprenez, c'est l'importation du conflit israélo-palestinien en France, c'est ci, c'est là. Et j'aime bien ce terme de prétexte parce que finalement, est-ce une importation ou plutôt un prétexte ? Merci de cette question parce que je crois que c'est une précision qui est importante. J'emploie jamais ou vraiment extrêmement rarement les termes d'importation du conflit israélo-palestinien pour une raison assez simple. D'abord parce que ça donnerait l'idée d'une forme de symétrie,
comme si les uns et les autres, supporters entre guillemets d'un camp ou d'un autre en Israël et dans les territoires palestiniens, importaient en France la violence de là-bas et que tout était symétrique. Ça vient aplanir au fond les différences qui sont des différences fondamentales, parce que à la fois là-bas ça n'est pas une guerre symétrique. Je rappelle que évidemment tout ça part d'un acte terroriste majeur le 7 octobre qui n'a rien à voir avec toutes les réponses que peuvent apporter les démocraties en guerre comme l'est Israël face à cela. Et puis de l'autre côté en France, là aussi il y a des actes antisémites, il y a des juifs qui sont agressés au nom prétendument de manière dévoyée de la cause palestinienne, mais il n'y a personne en France qui a été agressé au nom de la solidarité avec Israël. Et je crois qu'il faut veiller à ce que jamais il n'y ait de mise en équivalence, de fausses comparaisons qui viennent travestir la réalité. Donc c'est important d'avoir le sens des mots, et le mot importation, il gomme des différences qui à mes yeux sont fondamentales pour celui qui veut comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Alors justement, c'est vrai ce que vous dites, et finalement, moi j'ai fait partie d'une génération, je suis un peu plus âgée que vous, où on était dans les grands thèmes, notamment à l'époque, et je sais que vous avez été président de l'Union des étudiants juifs de France. Nous, on était dans les thèmes l'étoile a rendez-vous avec la lune, on était dans une autre perspective, on va dire, c'était les accords d'Oslo, on était dans la période d'Yitzhak Rabin, etc. Malheureusement, après, nous avons sombré de l'autre côté, mais finalement, 2024, est-ce que c'est un échec de la République qui n'a pas réussi à faire, entre guillemets, j'aime pas tellement ce terme, mais c'est le terme qui a été souvent employé, de vivre ensemble? Incontestablement, il y a un échec. Nous vivons une période où la dureté de l'actualité, notamment sur la question des actes antisémites, témoigne du fait qu'il y a quelque chose qui a échoué. On ne peut pas dire autre chose. Maintenant, est-ce que pour autant il nous faut renoncer à tous nos principes, renoncer à toutes nos ambitions, toutes nos aspirations profondes? Et bien, écoutez, là-dessus, moi je prends très souvent, j'allais dire exemple, sur Israël, l'État d'Israël, malgré des ennemis qui ne cessent jamais de l'agresser, malgré des ennemis qui ne renoncent jamais à vouloir l'abattre, eh bien mène ces guerres comme il peut, comme il faut, face à des situations extrêmement complexes, mais ne perd jamais de vue l'ambition d'arriver à un moment donné ou à un autre à la paix. Et quand on est français juif, eh bien de la même manière, on vit les périodes qu'on traverse aujourd'hui avec dureté, dans une position combative. Moi j'insiste sur ce terme, je refuse le fatalisme, je refuse qu'on considère que il n'y a rien à faire face à l'antisémitisme, que tout serait perdu. Donc quand on est juif, on sait que notre destin est toujours un peu dans nos mains et qu'on a la responsabilité de se battre comme nos aînés l'ont fait à d'autres moments de l'histoire. Et je veux que on garde en tête qu'on va mener ce combat, mais qu'en même temps, eh bien, quelque part, à un moment donné, il y aura des mains tendues, il y aura des choses aussi qui nous permettront de nous retrouver les uns et les autres. C'est pas toujours facile en ce moment, évidemment. Il faut le dire avec lucidité, sans angélisme, mais sans perdre de vue nos valeurs non plus. Alors pour entrer un peu plus dans le fond du débat et des problématiques, vous qui vous animent et qui vous interrogent, qui vous interpellent en tant que président du CRIF, bien évidemment vous luttez contre la parole antisémite et Dieu seul sait qu'elle foisonne en ce moment de plus en plus et dans certains partis politiques. Alors on dit que maintenant, il y a un antisémitisme d'extrême gauche. Je serais tentée de dire qu'il a toujours existé. Mais il y a quand même pour moi un fait nouveau. Vous me dites si je me trompe. Je me demande quand est-ce que les idées soraliennes se sont imprégnées dans l'extrême gauche. Parce que quand on entend certains propos, ne serait-ce que David Guiraud, c'est des propos proches de Soral. D'abord, il y a eu plusieurs sources à cet antisémitisme d'extrême gauche auquel nous faisons face aujourd'hui. L'une des sources, c'est l'antisémitisme historique qui a existé au sein de la gauche, d'abord par anticapitalisme. Je rappelle l'antisémitisme des marxismes du début, par anticapitalisme. Je rappelle aussi, c'est important, parce que c'était déjà labellisé comme de l'antisionisme, l'antisémitisme qui avait cours dans l'Union soviétique et dans tout le bloc communiste, où, au nom prétendument de l'hostilité à Israël, eh bien, on persécutait les juifs, parce que c'est ça qui s'est passé durant tant et tant d'années, les procès des blouses blanches et ainsi de suite. Et donc, il y a au sein de l'extrême gauche nécessairement des traces de ces antisémitismes-là, historiquement. Et puis, il y a effectivement des carburants plus récents, notamment
l'apport de, malheureusement, à l'antisémitisme contemporain de la mouvance Soral-Dieudonné. Et souvent, ce qui me frappe, c'est que quand on regarde autour de quelqu'un comme Dieudonné et de Soral, vous retrouvez à la fois Tariq Ramadan et Jean-Marie Le Pen. Vous retrouvez tous les antisémitismes, parce qu'au fond, le seul point sur lequel tous les radicaux, d'une manière ou d'une autre, de ce pays se retrouvent, c'était l'hostilité aux Juifs. Et l'extrême gauche, bien, elle est imprégnée par ça, comme d'autres segments de la population. Je pense notamment à toutes les dérives complotistes qui ont été aussi nourries par les discours de Soral. Et donc, on a aujourd'hui des racines complexes à cet antisémitisme d'extrême gauche. Mais ce qui est pour moi le moteur principal, c'est le fait qu'il se masque derrière des mots qui sont les mots de l'antisionisme, les mots de la haine radicale d'Israël. Et ça, pour moi, ça renvoie beaucoup à la période soviétique. Alors justement, puisqu'on est dans l'histoire, si on se reporte sur l'histoire des Juifs en France, mais ils n'ont pas été considérés souvent comme des sujets actifs, mais comme des objets. Je m'explique. De discrimination, d'expulsion, d'intégration, d'émancipation, mais de tentative aussi d'extermination. Et en 2024, quand j'ai vu les élections législatives, j'ai pas pu m'empêcher de penser qu'on était traités encore comme des objets pour l'accession au pouvoir des uns et des autres. J'aimerais savoir, on a vu que le terme antisémitisme et juif, je crois que c'est la première fois de ma vie que je vois autant ce thème de partout, et comme un argument de vente, entre guillemets. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Eh bien, écoutez, c'est une vraie question, parce que, évidemment, comme beaucoup, j'étais partagé. À la fois, je me suis réjoui que, d'une certaine manière, la question de l'antisémitisme soit au cœur du débat public. Ça veut dire que c'est une société, la société française, qui se saisit de cette question. Et en même temps, effectivement, une part de moi s'est inquiétée de l'instrumentalisation de la question de l'antisémitisme. L'instrumentalisation partout et pour tous, d'une certaine manière, si j'ose dire, puisque nécessairement, il y a toujours, quand c'est une question qui est convoquée par un responsable politique dans le débat public, il y a toujours le risque qu'elle ne soit là que pour servir un agenda politique. Et on l'a vu avec tous les discours de nos amis proches ou lointains, d'une certaine manière. Donc il y a toujours ce risque-là. Il faut être très vigilant quand on est responsable d'institutions juives, j'essaye de l'être à la tête du CRIF, de à la fois tout faire pour que on parle de ce sujet, mais qu'on en parle en minimisant tous les sujets, tous les risques de récupération, d'instrumentalisation. La lutte contre l'antisémitisme est trop importante pour être là pour, servir d'autres causes en tant que telles, lui faire dire des choses, et ainsi de suite. C'est pas en tout cas le mandat du CRIF, et on est là-dessus très vigilant, parce que c'est toujours un vrai risque. Mais quand on prend plus de recul, vous avez raison de dire que dans l'histoire, la question juive, entre guillemets, a été convoquée dans l'histoire française très souvent pour être instrumentalisée. J'aime rappeler que le mois de septembre est un mois un peu particulier, parce que c'est celui de l'anniversaire de l'émancipation des Juifs de France, le 27 septembre 1791. Depuis le début de mon mandat, j'ai veillé à ce que chaque année nous fassions un événement pour marquer cette émancipation des Juifs de France, le moment où nous sommes devenus des Français entre guillemets comme les autres, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ça n'a pas résolu la question de l'antisémitisme évidemment, mais en même temps, c'est notre date de naissance collective en tant que citoyens juifs français. Et donc nous ferons un événement cette année au Sénat, comme nous en avons fait un l'an dernier à l'Assemblée nationale, parce que ça reste l'aspiration profonde, être des Français comme les autres, ni plus ni moins. Mais c'est très très important ce que vous dites, parce que c'est vrai que moi je le vois personnellement, beaucoup de gens autour de moi, on en a marre un petit peu de cette assignation qu'on nous donne. Oui, il y a dans la désignation comme juif, entre guillemets, dans le débat public, dans les discussions privées aussi parfois, il y a une forme d'assignation. Et alors, il faut reconnaître que nous sommes nous-mêmes paradoxaux, nous sommes fiers de revendiquer notre identité juive française, et tant mieux, et c'est la fierté du judaïsme français de cultiver cette identité, et en même temps, on récuse l'assignation identitaire à raison. Alors il faut vivre et avec ce paradoxe, comme chacun, et je m'inquiète toujours de voir une société française qui se communautariserait. Non pas que nous ayons des problèmes avec les identités minoritaires, évidemment, quand on est juif, on sait ce que c'est, mais je pense que le logiciel politique de notre pays
doit rester profondément républicain, c'est-à-dire universaliste, c'est-à-dire officiellement aveugle aux identités minoritaires. Notre système politique, à partir du moment où il fait de la place au clientélisme, comme c'est le cas en ce moment par exemple avec la France insoumise, qui vient courtiser un électorat musulman qu'elle cible comme tel avec certaines thématiques, eh bien ça me paraît être en profonde rupture avec l'héritage républicain qui est lui profondément universaliste et qui n'assigne personne à son identité religieuse notamment. Yonatan Arfi, je ne peux pas vous quitter sans vous parler d'Israël et vous parler malheureusement de ce drame, de cet assassinat et de ces 6 otages qui ont été donc découverts, assassinés par le Hamas entre la nuit de samedi et de dimanche. Et j'aimerais avoir votre sentiment parce que pour beaucoup d'entre nous, ça a été une blessure immense, comme de revivre comme un deuxième 7 octobre. C'est très juste. Il y a une résonance particulière de cette tragédie, de ces 6 visages, de ces 6 destins, de ces 6 noms d'otages assassinés, alors qu'au fond, leur libération, qu'elle soit par une voie négociée ou par la voie militaire, peu importe, cette libération approchait. Ils auraient pu mourir le 7 octobre, mais ils avaient survécu. Ils auraient pu mourir de désespoir dans les tunnels du Hamas, mais ils continuaient à espérer. Et d'apprendre leur mort a été pour beaucoup une cicatrice profonde, vraiment quelque chose qui rentre dans la conscience des Juifs du monde entier, comme, si vous me permettez la comparaison, sont entrés dans la conscience nationale de tous les Français les visages des fusillés de l'affiche rouge. Il y a dans ces visages alignés ces 6 noms, ces 6 personnes arrachées à la vie, et bien quelque chose qui fait manifestement date et rupture par rapport à notre mémoire du 7 octobre. J'espère que de ce drame, eh bien, naîtra une prise de conscience encore plus forte sur les otages et ce qu'ils traversent aujourd'hui, parce que je m'inquiète de voir que dans la société française, je ne parle pas du monde juif, mais dans la société française en général, malheureusement, la question des otages a été peu à peu, j'allais dire invisibilisée, c'est un terme à la mode, que je n'aime pas beaucoup, mais enfin, oui. En tout cas, c'est beaucoup, a beaucoup disparu de nos radars médiatiques, et j'espère que ce drame permettra au moins que l'on parle davantage des otages, parce que je rappelle qu'ils sont encore nombreux dans les mains du Hamas, et notamment de Français. Alors juste avant de vous quitter, je sais personnellement, pour vous suivre sur les réseaux sociaux, que les otages, c'est très important pour vous, et que parce que vous êtes quelqu'un quand même, et vous le dites, on le dit pas assez souvent, vous êtes vraiment une personne de terrain. Et je sais que tous les vendredis, vous êtes aux côtés des mères de l'espoir dans des manifestations pour demander la libération des otages. Oui, je veux dire l'émotion et la fierté du judaïsme français de tenir chaque semaine, donc tous les vendredis à 12h15, oui. Un rassemblement, une mobilisation pour les otages. Je crois qu'on est la seule communauté au monde à tenir ces rassemblements réguliers, en considérant que tant qu'ils ne sont pas libres, notre propre liberté ne sera pas complète. Et c'est le sens de cette mobilisation. J'essaye d'y être tous les vendredis, comme un certain nombre de responsables communautaires qui y participent. J'invite tout un chacun, lorsqu'ils sont de passage à Paris, à venir le vendredi à 12h15 participer à ces rassemblements. Je pense que c'est un message important qui va jusqu'en Israël, qui porte jusqu'aux familles des otages et qui leur dit qu'elles ne sont pas seules face au drame qu'elles vivent, et que le monde juif, face à ce moment-là, cette tragédie, eh bien, est uni comme jamais. Yonatan Arfi, je vous remercie infiniment. On se retrouve bien le lundi 9 septembre à l'hôtel Radisson à 19h pour cette conférence à 2 voix avec Franz-Olivier Gisberg, France-Israël, actualité et perspective. Merci, au revoir. Merci. On se retrouve pour la deuxième partie de CRIF Mag, et je vous l'avais annoncé dans les prémices de cette émission. Eh bien, j'ai le plaisir de recevoir Franz-Olivier Gisberg qui sera présent à l'invitation du CRIF Marseille-Provence le lundi 9 septembre à 19h pour une conférence à 2 voix avec le président du CRIF Yonatan Arfi sur le thème France-Israël, actualité et perspective. Franz-Olivier Gisberg, bonsoir.
Bonsoir. Alors, je le disais, vous êtes écrivain, vous êtes éditorialiste, vous avez écrit pléthore de livres. On va en citer quelques-uns. Histoire intime de la Ve République avec 3 volets. Le Sursaut, La Belle Époque, Tragédie française. C'est chez Brochet. Chez Brochet aussi, vous avez écrit Le Théâtre des Incapables, un livre sur Bernard Tapie, Le cuisinier d'Himmler, Mon prof ce héros, qui était un hommage à Samuel Paty. Vous avez aussi écrit L'Immortel. Un livre qui peut vous intéresser, c'est le Schmock aussi. Oui, le Schmock aussi. Qui se déroule pendant la montée du nazisme. En tout cas, moi, il y a un livre que j'ai adoré chez vous, et j'ai vu d'ailleurs après le film, on en reparlera à la fin, parce que j'adore les histoires criminelles, c'est L'Immortel. Ah oui, c'est ça. Oui, j'avais beaucoup aimé. Donc, c'était autour de l'histoire de Jacques Hillemat. Alors, Franz-Olivier Gisbert. Marseillais dans les années 70. Exactement. Ça... D'ailleurs, il est mort assez récemment. On y parlait de la vie de Charlie Mattei, si je ne m'abuse. Oui, mais enfin, Charlie Mattei, c'était le nom que j'avais donné. Enfin, bon, bref, j'avais changé un peu les noms. Ouais. En fait, ça tournait autour de l'histoire absolument extraordinaire de Jacques Hillemat. Oui. Alors, je suis assez fier, là, dans la période actuelle, vous voyez, de penser au Schmock, parce que, au fond, je racontais la montée du nazisme, et je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes avec ce qu'on voit aujourd'hui en France, dans une partie de l'Europe, d'ailleurs, en Grande-Bretagne et aux États-Unis, sur fond de déni, sur fond d'indolence, et je pense que là, il faut mettre des coups d'arrêt, voilà. Alors, Franz-Olivier Gisbert, je vous ai beaucoup vu en interview, je vous ai beaucoup écouté d'ailleurs, et suite à l'attentat qu'il y a eu de la synagogue à la Grande Motte, vous avez déclaré l'antisémitisme est devenu systémique et il est alimenté par une partie de la classe politique. Est-ce un argument électoral pour eux ? Écoutez, c'est ce que j'écris, je dirais pas chaque semaine, parce que je fais pas un éditorial sur ce sujet chaque semaine dans le magazine Le Point, mais enfin c'est vrai que le Point est très engagé d'ailleurs dans cette cause, parce qu'il est clair qu'il y a une résurgence de l'antisémitisme. Et cette fois-ci, c'est pas par l'extrême droite, c'est par l'extrême gauche. Je veux dire, faut pas se cacher derrière son petit doigt. C'est qu'aujourd'hui, il y a certains dirigeants politiques à l'extrême gauche, autour de ce qu'on appelait, qui il paraît-il n'existe pas, l'islamo-gauchisme, qui ont décidé de se développer à partir de l'antisémitisme qui est présent, il faut le dire, dans une partie de la communauté musulmane, chez les islamiques bien sûr, mais aussi chez les musulmans. Pas chez tous les musulmans, il ne faut pas généraliser, parce que bien entendu, il y a beaucoup de musulmans qui sont vent debout contre cette tendance. Mais il y a un courant fort, et disons, pour des raisons totalement cyniques, électorales, comme vous l'avez bien dit, ces gens-là ont décidé d'utiliser ce filon, un peu à la manière de ce qui a pu être fait d'ailleurs autrefois, autant de... Je ne veux pas faire le rapprochement, et comment dire... c'est toujours embêtant de faire ces rapprochements parce que l'histoire ne se répète jamais tout à fait à l'identique. Mais il faut noter quand même que l'antisémitisme du Parti national-socialiste, je dirais d'une certaine manière, il s'est développé parce que, je veux dire, quand on regarde les faits, moi c'est ce que j'ai fait, il y avait quand même une demande forte d'une partie du peuple allemand, une minorité, mais qui pensait que tout le mal, tous leurs problèmes, toutes les difficultés venaient des Juifs, et les démagogues se sont précipités là-dessus. Là, vous avez un peu le même phénomène aujourd'hui. Comme vous l'avez très bien dit, il y a une partie de la classe politique à l'extrême gauche, il faut bien dire les mots, il ne faut pas avoir peur de dire les choses, d'appeler un chat un chat. Il y a une partie de l'extrême gauche française qui tient des propos antisionistes ou antisémites. Et je vais vous dire, le fait que l'antisionisme et l'antisémitisme sont mêlés et sont identiques d'ailleurs, ça transparaît aujourd'hui dans les discours. Vous savez pourquoi ? Parce que, au fond, une partie de ces soi-disant antisionistes disent, d'ailleurs c'était le cas d'une manifestation, je crois que c'était d'ailleurs de son soutien à LFI après le deuxième tour des élections législatives, place de la République, une amie qui a traversé cette place m'a dit que tout au long il y avait des slogans, je vous les donne comme ça, mais de toute façon il y a eu des réseaux sociaux qui ont relayé cette information. C'est sûr qu'elle a pas fait les grands titres, puisque les journaux n'aiment pas trop, comme on dit, mettre de l'huile sur le feu, mais enfin c'est la réalité. Ces gens scandaient
la France est à nous, les Juifs dehors. Voilà, c'était ça, c'était le slogan. Et si vous voulez, vous avez ce mouvement qui ne cesse de se développer, puisque ce que je trouve particulièrement atroce, c'est que des dirigeants vraiment ouvertement antisémites ont été très bien réélus aux dernières législatives, parfois même dès le premier tour. Mais alors, je reviens sur l'histoire de l'antisionisme et de l'antisémitisme. Oui. Donc l'idée des antisionistes, c'est de, retournez chez vous. Si vous n'êtes pas ici chez vous, retournez en Israël, on ne veut plus vous voir. Et derrière, qu'est-ce qu'ils disent ? Eh bien, il faut éradiquer Israël, il faut supprimer Israël, puisque c'est ça le discours. Rima Hassan, cette charmante personne qui est députée européenne de la France Insoumise, qu'est-ce qu'elle dit ? Eh bien, elle dit il faut la Palestine de la mer au Jourdain. Ça veut dire tout simplement plus d'Israël, c'est ça. Et si vous voulez, la vérité de tout ça, vous savez très bien, c'est que ces associations, ces groupements plutôt terroristes que soutiennent LFI et toute une partie de l'extrême gauche, et parfois aussi, hélas, de la gauche plus traditionnelle, ces gens-là, leur programme, c'est quand même la suppression d'Israël. C'est le problème qu'ils ont depuis l'existence d'Israël en 1948. C'est toujours la même idée. Il faut supprimer Israël, c'est ça. Et si vous voulez, l'idée, c'est de les faire partir, et en plus, après, on supprime. Parce que moi, ce que je me contente de faire dans l'affaire, c'est de lire les textes, de regarder ce qu'ils disent. Et c'est pour ça que le Point, chaque semaine, nous disons les choses. Moi, je suis absolument effondré de voir que beaucoup de gens en France, aujourd'hui, n'osent pas dire les choses. Alors justement, Franz-Olivier Gisbert, on parle de cet antisémitisme, un antisémitisme qui a une forme perverse à l'heure actuelle, parce que le rêve de tout antisémite est de rendre le juif bourreau, et on le voit à travers la nazification qui est faite d'Israël. Ah ben vous avez raison, ça, c'est clair que on voit bien le génocide de Gaza, les députés LFI ont que ce mot-là à la bouche, génocide. Oui, c'est l'idée peu à peu d'abord de banaliser la Shoah, et puis ensuite de renvoyer la balle à l'envoyeur, et les génocidaires, les nazis, ce sont les juifs. Vous aviez déjà cette tendance il y a déjà une vingtaine d'années, mais ça se développe de plus en plus, et je veux dire, ça c'est typique de l'antisémitisme d'extrême gauche. Je le répète, parce que ça, on ne le répétera jamais assez, aujourd'hui, l'antisémitisme, il est d'extrême gauche. Je ne suis pas en train de bénir, rassurez-vous, l'extrême droite. Mais il a toujours existé, l'antisémitisme d'extrême gauche. Il a toujours été antisémite, mais là, aujourd'hui, vous avez un développement virulent, mais c'est la réalité, c'est virulent, de l'antisémitisme d'extrême gauche, parce que on appelle à LFI les quartiers populaires. Bon, et je le répète, il faut remettre tout le monde dans le même sac. Il y a beaucoup de musulmans qui n'ont rien à voir avec tout ça. Alors Franz-Olivier Gisbert, malheureusement l'actualité nous amène aussi à parler d'Israël, et notamment dans la nuit de samedi à dimanche, 6 otages ont été retrouvés assassinés par le Hamas. Et je le disais à l'antenne tout à l'heure, parce qu'en première partie d'émission j'ai eu votre acolyte qui sera à vos côtés, Jonathan Arfi. Je lui ai dit et je vous pose la même question. Nous, en tant que Français, citoyens et Juifs aussi, quand on a découvert l'assassinat de cette jeunesse, encore de ces 6 otages, on a eu l'impression de revivre encore un 7 octobre. J'aimerais avoir votre sentiment. Je comprends très bien. De toute façon, moi, ce que je ne comprends pas, et je le dis pas chaque semaine, mais presque dans mes éditoriaux du Point, c'est, l'espèce de banalisation, le fait qu'on soit habitué, le fait que on a le sentiment que le 7 octobre, si vous voulez, ça a libéré beaucoup de haine antisémite, et que ça a fait jouir, ça a rendu heureux toute une série de personnes dans le monde, et pas seulement des islamistes. Et que ça a réveillé, il faut bien dire, l'antisémitisme. Donc là, quand vous avez l'histoire de ces 10 otages, moi j'étais fasciné de lire que dans le journal Le Monde, par exemple, vous aviez un petit papier sur les 6 otages qui étaient morts, et puis quelques lignes plus loin, on parlait des Palestiniens, et les Palestiniens, eux, avaient été tués. Et ça, c'est tout à fait, c'est comme ça, c'est l'indignation sélective ou l'indignation à géométrie variable, mais évidemment, disons,
le mort israélien, pour toute une catégorie de gens, il est moins important, ça pèse moins lourd que le mort palestinien. Moi, si vous voulez, je soutiens pas du tout la politique de Benjamin Netanyahu, je l'ai jamais soutenu. Mais là, je constate aujourd'hui, parce que je pense que voilà, moi je suis pour, mais c'est très difficile à faire aujourd'hui, c'est sûr que faire un État palestinien quand vos principaux interlocuteurs ne veulent que votre disparition, c'est sûr que ça peut pas être fait demain. Il faut s'appeler Emmanuel Macron pour croire que voilà, on va pouvoir créer rapidement un État palestinien. Tout le monde sait que c'est impossible, puisqu'il faudrait pour ça, il faut qu'il y ait des interlocuteurs. Il y en aura peut-être un jour, je le souhaite, comme il y a eu autrefois avec l'OLP, Yasser Arafat, quand il est passé du terrorisme au pacifisme, parce que ça peut arriver dans l'histoire. Mais enfin là, avec le Hamas, on en est très loin. Et on voit bien que, oui, ce sont des terroristes, ce sont des tueurs. Et ils sont dans une espèce de croisade totalement mystique pour retrouver les vierges au paradis. Ils sont prêts à mourir en martyrs, voilà, c'est ça l'histoire. C'est tout à fait. Ça n'a plus rien à voir avec une lutte politique et même un terrorisme à l'ancienne. Alors sans transition aucune, je dirais, avec ma prochaine question, quand je vous ai présenté, Franz, et votre analyse m'intéresse. J'ai dit que vous avez écrit 3 livres sur la Ve République. Il y a beaucoup, on entend certains politiques dire, ouais, bon, il faut abandonner la Ve République pour passer à la 6e République. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est amusant de voir d'ailleurs que LFI, notamment, plaide depuis longtemps, et une partie de la jeunesse, j'entends souvent ces discussions que j'ai souvent avec des jeunes, disent voilà, il faut faire une 6e République. Ils l'ont fait puisqu'ils ont une lecture de la République, de la 5e République, qui est aujourd'hui une République, non pas une République parlementaire, je dirais pire que ça, une République des partis, puisqu'ils sont pour une pratique, disons, de la 4e République. Je vais vous donner un exemple tout simplement. On peut penser ce qu'on veut de Macron, et c'est sûr que quand il perd les élections, il ne le reconnaît pas, il essaie toujours de ruser, d'accord. Mais en même temps, dans les institutions, selon la Constitution de la Ve République, c'est le président de la République qui choisit le Premier ministre. Qu'est-ce qui s'est passé dans la phase récente? Ce sont les partis de gauche qui ont décidé, voilà, on voudrait que ce soit machin ou truc-muche. Mais c'est pas comme ça que ça marche, la Ve République. Et la Ve République, elle a eu un immense avantage par rapport aux constitutions précédentes, et je pense surtout à la Constitution de la 4e République, qui était une horreur. C'est de tenir quand même en laisse les partis et de faire en sorte qu'on puisse faire une vraie politique, c'est-à-dire de donner les clés du pouvoir à l'exécutif, voilà, sous contrôle évidemment du Parlement. C'est ça, De Gaulle avait dit tout ça dès la Libération dans son célèbre discours de Bayeux, mais c'était l'idée de créer une structure qui gouverne. Bon, hélas, la plupart des gouvernants qui sont succédés après De Gaulle, on ne peut pas dire qu'ils aient vraiment gouverné et qu'ils aient eu une volonté politique, notamment le dernier, Macron. Mais les autres, je pense notamment surtout d'ailleurs à De Gaulle, ça a été quand même un instrument absolument formidable pour faire ressusciter la France, parce que c'est bien ça qui s'est passé en 1958. On a assisté à une sorte de renaissance, une renaissance économique, géopolitique, culturelle, etc. Enfin, il s'est passé quelque chose pendant les 11 ans de pouvoir du général de Gaulle. Il s'est passé quelque chose de très important dans la France, c'est-à-dire que la France qui était par terre s'est relevée, s'est remise debout. Alors Franz-Olivier Gisbert, juste avant de se quitter, parce que je peux pas y résister, je vais revenir sur ce dont on parlait en début d'interview de votre livre, L'Immortel, et je me suis posé la question, si vous, à l'époque, vous aviez envie, en adaptant, en changeant les noms, etc., finalement, de faire de Charlie Mattei un conte de Monte Cristo, c'est très tendance en ce moment des temps modernes. J'ai pas pensé comme ça s'est venu après, quand le livre, ou quand je travaillais sur les livres, je me suis rappelé du conte de Monte Cristo. Mais en fait, moi j'ai raconté l'histoire vraie en changeant les noms. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est l'histoire de quelqu'un qui reçoit, je crois que c'est 22 balles, enfin oui. 9 vraies balles et plus de la chevrotine, je crois que c'est beaucoup de balles, c'est 24 ou 29, je sais plus, le chiffre est énorme, et qui est laissé pour mort par ceux qui croient l'avoir tué, et qui ensuite va se venger et qui va les tuer les uns par les autres, qui va tuer tous ceux qui étaient là pour l'assassinat. Enfin, c'est une sorte d'histoire d'un règlement de compte, et c'est ça que j'ai voulu raconter à travers l'Immortel. Et j'ai pas pensé, c'est vrai que l'histoire du conte de Monte Cristo, c'est une histoire semblable.
C'est venu après, parce que tout le monde, évidemment, en plus je vis à Marseille, et c'est très difficile à Marseille de ne pas penser régulièrement, ne serait-ce qu'en regardant la mer, avec le Eh oui. au compte de Monte Cristo, qui fait partie de ma vie. Mais ces histoires de vengeance, de toute façon, sont toujours absolument passionnantes, et c'est sûr que Alexandre Dumas a écrit la plus belle histoire de vengeance de la littérature, le Comte de Monte Cristo, qui est certainement un des plus beaux livres qui figure dans nos bibliothèques. Je conseille à tout le monde de le lire ou de le relire, et de le lire surtout si vous ne l'avez pas lu. Il faut vraiment le lire d'urgence, le Comte de Monte Cristo. Eh bien, je vous remercie infiniment, Franz-Olivier Gisbert, en attendant le plaisir, de vous voir au sein du CRIF Marseille-Provence la semaine prochaine pour cette conférence à 19h à l'hôtel Radisson, en compagnie de... L'hôtel Radisson qui est tout près de chez moi. Voilà, écoutez, c'est encore mieux. Vous voyez, j'ai pas beaucoup à descendre. Soyez à l'heure, c'est à 19h, c'est en compagnie de vous, de Jonathan. Si je suis pas à l'heure, ce sera vraiment de ma faute. En tout cas, moi je le sais, je pourrais le dire. Et j'aurai un immense plaisir de vous voir et de continuer à converser avec vous après la conférence sur justement, parce que moi j'adore les histoires criminelles et d'autant plus marseillaises parce que je suis native de Marseille et que j'y habite. Je vous remercie infiniment et CRIF Mag est terminé pour ce soir. Rendez-vous dans 15 jours. Au revoir. CRIF Mag, l'émission du CRIF Marseille-Provence.